Nuremberg était l'orgueil du Troisième Reich. Dans son stade immense, Hitler croyait faire trembler le monde. Mais Nuremberg est aujourd'hui la ville des juges. Dans ce bâtiment resté debout, s'est ouvert le procès géant des plus grands criminels de guerre, de ceux qui ont préparé le massacre, voulu la mort, donné les ordres. La France siège à ce tribunal où les nations libérées jugeront les responsables de 5 années de crimes. Dans une salle comble, où le vrai public est formé par les millions de victimes du nazisme, le procureur lit l'acte d'accusation. On a rassemblé ici 20 responsables, gibier de choix, dont la plus grosse pièce, un peu amaigrie pourtant, est Göring. Les accusés sont munis d'écouteurs qui leur permettent de suivre les débats dans l'une des 4 langues officielles du procès. 400 journalistes. Bien, bonjour les terminales. Suite et fin du cours sur les procès d'après-guerre et notamment le procès qui a eu lieu en Allemagne à Nuremberg. Donc cette ville n'a pas été choisie totalement par hasard par les Alliés. C'est déjà que cette ville avait été relativement préservée des bombardements, ce qui était plutôt utile parce que si tous les bâtiments avaient été en ruine, évidemment, il n'aurait été impossible de mener un procès dans un bâtiment. Et puis cette ville aussi était une ville hautement symbolique. Vous vous rappelez dans le cours, on avait vu qu'en 1935, c'était à Nuremberg qu'avaient été votées les lois antisémites mises en place par le Troisième Reich. Et c'est également dans la ville de Nuremberg, comme il vous est dit dans l'introduction du reportage, que se tenaient les immenses congrès nazis où Hitler faisait des démonstrations de force en l'honneur de son régime avec des grands défilés, des militaires rangés en ordre et en masse pour essayer d'impressionner la foule et impressionner également les médias du monde entier. Donc ce que je vous demandais de faire, c'était à l'aide d'extraits de vidéos de la vidéo de Nuremberg à Nuremberg, donc vous avez mis le lien sur la fiche d'activité. Je vous demandais donc de répondre à un certain nombre de questions, 6 pour être précis, sur justement ce procès de Nuremberg. Alors ces questions, les voici. En premier lieu, vous deviez répondre sur le nom des pays vainqueurs qui étaient représentés à Nuremberg. Alors ces pays sont au nombre de 4. On trouve les États-Unis, l'URSS et la Grande-Bretagne qui ont tous vaincu l'Allemagne, ainsi que la France qui, bien que vaincue en 1940, par le biais de Gaulle, de la France libre, des FFI, les Forces françaises de l'intérieur, la résistance, eh bien, elle a contribué également à la libération de son pays et également a combattu en Allemagne, hein. C'est notamment, par exemple, les troupes françaises qui ont pris le nid d'Aigle, le Bergedorf, le repère d'Hitler dans les Alpes, donc un lieu hautement symbolique. Et donc la France a obtenu de haute lutte, hein, grâce aussi au travail de Gaulle, une place au procès de Nuremberg. Donc ces 4 grandes puissances sont présentes. Et d'ailleurs, ces 4 grandes puissances font aujourd'hui, comme vous l'avez vu lors du dernier cours, partie du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire de l'instance dirigeante de l'ONU. Et ces 4 pays, rejoints par la Chine, ont tous, je vous rappelle, un droit de veto. Alors, quelle est la question que l'on va poser aux accusés? La question qu'on va leur poser, après leur avoir lu les chefs d'accusation, c'est plaidez-vous coupable ou non coupable? Et que répondent-ils en majorité? C'est pratiquement tous qui vont répondre non coupable. Donc nous ne sommes pas responsables des chefs d'accusation dont on nous accuse. En gros, nous n'avons rien fait, nous n'avons fait qu'obéir aux ordres. Le responsable, c'est Hitler. Nous, finalement, nous sommes presque des pauvres victimes qui avons dû subir un pouvoir dictatorial et autrement, nous serions des anges. C'est un peu la manière dont vont chercher à se défendre ces responsables nazis qui, évidemment, avaient tous du sang sur les mains et étaient évidemment hautement en courant, voire avaient participé directement au massacre commis tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Alors le premier chef d'accusation qui leur est porté, c'est d'avoir commis des crimes de guerre. Alors crimes de guerre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des crimes qui sont contraires aux lois de la guerre. Par exemple, dans la guerre, quand vous faites des prisonniers, eh bien, normalement, vous devez bien les traiter, vous devez les mettre dans un camp de prisonniers et voilà, leur fournir à manger, leur fournir
à un endroit pour se loger, ils sont prisonniers, mais ce ne sont pas des esclaves. Et on n'a pas le droit de les battre ou de les tuer comme bon nous semble. Or, les nazis ne sont pas gênés pour maltraiter leurs prisonniers, voire les exécuter, voire les loger dans des conditions insoutenables. Je pense notamment aux millions de prisonniers de l'armée rouge qui étaient prisonniers dans des camps au grand air, par -10, -20 degrés, sans cabane pour s'abriter. Donc autant vous dire qu'ils mouraient de froid, et puis comme ils étaient nourris avec un bol de soupe par jour, ils ne tenaient pas très longtemps. Donc par exemple, le fait de massacrer des prisonniers, c'est un crime de guerre. Le fait également de faire des expériences sur les prisonniers, des expériences scientifiques, leur injecter du poison, vérifier des vaccins, faire des prélèvements d'organes, c'est également des crimes de guerre. Le deuxième chef d'accusation qui est porté contre eux, c'est d'avoir commis des crimes contre la paix. Donc d'avoir tout fait finalement pour provoquer la guerre et donc d'avoir poussé le monde à entrer en guerre. Et enfin, le dernier crime qu'il aurait reproché, le troisième chef d'accusation, et qui fait son apparition à ce moment-là, c'est le chef d'accusation de crime contre l'humanité. Alors, qu'est-ce que c'est un crime contre l'humanité? Je vous ai mis la définition dans le diaporama et vous l'avez également dans la trace écrite. C'est un chef d'accusation qui désigne l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout acte inhumain commis contre des civils, car nous sommes en guerre et ces actes sont commis contre les civils. Donc le fait d'exterminer des juifs ou des tziganes, le fait de les réduire en esclavage, les prisonniers dans les camps de concentration, puisqu'ils doivent faire du travail forcé en étant battus, mal nourris et évidemment gratuitement, le fait d'être déporté dans des camps, le fait de subir de nombreux actes inhumains, d'être tatoué, d'être transporté dans des wagons à bestiaux, de ne même plus avoir de dénomination, en fait, d'être traité vraiment comme de la marchandise ou comme du bétail, et notamment quand ces crimes sont commis contre des civils, eh bien, on parle de crimes contre l'humanité. Donc ça, c'est une notion très importante qui apparaît lors du procès de Nuremberg. Alors, quel va être le verdict de ce procès? Eh bien, 12 criminels sont condamnés à mort par pendaison, ce qui est l'humiliation pour la plupart de ces personnages qui étaient souvent des militaires. Le fait d'être pendu était une des façons les plus ignobles d'être tué. 3 sont condamnés à la prison à perpétuité. 2 sont condamnés à 20 ans de prison, 1 à 15 ans de prison, 1 à 10 ans de prison. Au total, il y aura 3 acquittements. Il y aura le président de la Reichsbank, c'est-à-dire de la banque allemande. Il y aura un ambassadeur du Reich et le directeur de la radiodiffusion, c'est-à-dire celui qui dirigeait la radio allemande et donc qui pouvait être accusé d'avoir participé à la propagande du régime. Alors après Nuremberg, il y aura des tribunaux militaires américains qui vont mener 12 autres procès contre des membres de la Gestapo, contre les SS, contre les médecins, contre des industriels allemands qui ont profité, par exemple, des prisonniers de guerre pour s'enrichir. Et ces procès vont durer jusqu'en 1949, c'est-à-dire environ 4 ans. Et à partir de là, eh bien, on va considérer que la dénazification est faite. Il faut passer à autre chose. L'ennemi, dorénavant, c'est plus l'Allemagne, c'est l'URSS, pour les Américains notamment. Donc, il faut se faire de l'Allemagne un allié, notamment de l'Allemagne de l'Ouest. Et donc, on va considérer que la dénazification est faite et qu'il faut passer à autre chose, qu'on a éliminé, entre guillemets, les criminels les plus dangereux et que dorénavant, il faut s'intéresser à l'URSS. Alors, en dehors du procès de Nuremberg, qui a réglé la question du sort des nazis les plus ardents suite à la capitulation allemande, eh bien, suite à la capitulation japonaise, auront lieu les procès de Tokyo, donc l'équivalent des procès de Nuremberg, de 1946 à 1948. Donc, pareil, c'est un tribunal militaire international, donc qui regroupe plusieurs nations, dont les États-Unis, l'URSS, la Chine, pour l'Extrême-Orient. Il doit juger les grands criminels de guerre japonais de la Seconde Guerre mondiale. Et la classification des crimes est identique à celle de Nuremberg. Donc il y a les crimes contre la paix. Par exemple, le Japon est accusé d'avoir envahi la Chine, d'avoir attaqué les États-Unis à Pearl Harbor, donc d'avoir provoqué la guerre. C'est lui qui a attaqué la Chine, c'est lui qui a attaqué les Américains à Pearl Harbor. Le Japon est accusé de crimes de guerre, notamment d'avoir utilisé des drogues pour affaiblir et abrutir l'ennemi chinois. Il est accusé évidemment de crimes contre l'humanité. Alors, à Tokyo, les crimes contre les prisonniers de guerre vont entrer dans cette catégorie.
alors qu'à Nuremberg, il n'était question que des civils. Donc, c'est-à-dire que à Tokyo, on a jugé également les Japonais qui avaient maltraité les prisonniers de guerre, notamment les prisonniers de guerre britanniques et américains qui avaient souffert de la faim, des coups dans les camps japonais. Également est considéré comme un crime contre l'humanité les massacres de Nankin, dont je vous avais parlé en 1937 en Chine, où les Japonais avaient commis 300 000 morts. Également, toutes les expériences sur les Chinois qui avaient été faites par des docteurs japonais qui utilisaient des armes chimiques ou qui faisaient des prélèvements d'organes sur des prisonniers chinois. Donc au total, lors de ce procès de Tokyo, vous avez 28 prévenus, c'est-à-dire 28 accusés, dont le Premier ministre du Japon, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Guerre, le ministre de la Marine, vous avez aussi des généraux. L'empereur japonais, donc celui qui dirige le Japon, qui s'appelle Hirohito, lui n'est pas jugé, car il est considéré comme nécessaire à la stabilité du Japon d'après-guerre. Un pays qui est dévasté et occupé, et dont les Américains comptent s'en faire un allié dans la guerre froide naissante contre l'URSS. Donc il n'est pas question de supprimer l'empereur du Japon, car ça risquerait de désorganiser complètement cette société très attachée à ce dieu vivant. Par contre, cet empereur Hirohito est forcé d'accepter de mettre en place une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire d'avoir des pouvoirs limités par une constitution et de ne plus être, entre guillemets, un monarque absolu. Au total, lors de ce procès de Tokyo, il y a 7 condamnés à mort et de l'emprisonnement pour les autres. Bon, des peines de prison qui n'ont pas été très longues, hein, puisque beaucoup sont ressortis au milieu des années 1950. Donc finalement, ils n'ont pas beaucoup payé par rapport aux crimes qui ont été commis. Alors, en conclusion de ce chapitre, on peut dire que les régimes totalitaires que l'on a vus, hein, que ce soit le totalitarisme communisme, le totalitarisme fascisme, qu'il soit italien, qu'il soit allemand, qu'il soit japonais, ont transformé leur société et l'équilibre mondial. Les tensions qui sont générées par ces régimes totalitaires vont aboutir à la Seconde Guerre mondiale. Hein. On a vu la montée des tensions dans les années 20 puis dans les années 30. Et c'est un conflit dans lequel la dimension idéologique, c'est-à-dire le fascisme contre, par exemple, le communisme, les démocraties contre le fascisme, eh bien, cette dimension idéologique des régimes totalitaires, notamment, va provoquer une hécatombe sans précédent. Alors, une hécatombe, c'est-à-dire des massacres sans précédent de très nombreuses victimes. La Deuxième Guerre mondiale va aussi marquer l'apogée de la guerre totale. Vous savez, cette guerre qui mobilise les États et leurs sociétés dans un conflit qui est idéologique. Au total, on a compté environ, je dis bien c'est une estimation, 60 millions de victimes, c'est-à-dire à peu près la population française d'aujourd'hui, qui est de 67 millions, et ce qui en fait du coup le conflit de très loin le plus meurtrier de l'histoire. En comparaison, la Première Guerre mondiale entre 9 et 10 millions de morts. En comparaison, aujourd'hui, le coronavirus, toute la planète Terre a été touchée par ce virus, nous sommes à peu près 1,3 million de morts. La Seconde Guerre mondiale, c'est 60 fois plus, allez, 50 fois plus, on va dire. Parmi ces victimes, plus de la moitié, 60%, étaient des civils, ce qui est à noter par rapport à la Première Guerre mondiale où l'essentiel des victimes étaient les militaires. L'Europe est de loin le continent le plus touché avec au total 35 millions de morts. Donc plus de la moitié des morts sont européens, dont 10 millions de victimes le sont à cause de la politique nazie. L'URSS est de loin le pays qui compte le plus de pertes, puisqu'il a 14% de sa population, c'est-à-dire 24 millions de personnes qui sont mortes, dont plus de la moitié, ou la moitié environ, c'est-à-dire 12 millions, sont des civils. Vous imaginez, 24 millions de la Deuxième Guerre mondiale sont des soviétiques. Le désir de paix est total après cette guerre hein, qui a tellement dévasté l'Europe et le monde. C'est pour ça que va être créée l'ONU. Pour autant, les tensions couvent, notamment entre les grands vainqueurs de la guerre qui se déchirent, et je pense notamment aux États-Unis évidemment et l'URSS, et qui vont plonger dès l'année 1947, donc très vite, hein, à peine 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans ce qu'on va appeler la guerre froide, alors que pendant ce temps, les pays qui sont libérés, je pense à la France, à l'Allemagne, à la Belgique, aux Pays-Bas, vont se reconstruire difficilement en tentant de juger leurs bourreaux. On vient de le voir notamment au Japon avec le procès de Tokyo et en Allemagne avec le procès Nuremberg. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.